Le plus grand cadeau que peut nous faire un auteur à nous, lecteurs, c'est de nous surprendre. Et c'est un art où excelle le cher Eiichiro Oda. Et la question qu'on se pose tous actuellement, c'est est-ce que Loki est un antagoniste ou est-ce que c'est une victime? Et du coup, son destin est lié à Harald. Et là, on peut se poser exactement la même question. Est-ce que Harald était un roi pacifique ou est-ce que c'était un traître? Pour avoir la réponse à ces deux questions, je vais m'appuyer sur le travail de l'auteur Eiichiro Oda. Et en plus, en ce moment, je suis en train de relire Whole Cake Island et on voit que certains mécanismes qu'il a déjà utilisés dans des arcs précédents peuvent nous aider directement à comprendre ce qui se passe dans cet arc et ce qu'on a directement sous les yeux. Parce que Eiichiro Oda, c'est un champion de la feinte de frappe. Rappelez-vous, Pudding, au début on se dit waouh, Big Mom a une fille, elle doit être horrible physiquement. Fin de frappe, il se trouve que c'est un mannequin, elle est super canon, donc on s'est dit mince, Sanji est emprisonné pour un mariage, mais il se trouve que la fille avec laquelle il est obligé de se marier est une bombe, et tu connais l'amour très profond que peut avoir ce personnage pour la jante féminine. En plus de ça, tu te rends compte qu'elle est extrêmement gentille la première fois qu'elle rencontre Luffy et les 2-3 membres de l'équipage qui sont avec lui. Puis, tu te rends compte que finalement, eh bien, c'est une traîtresse, que c'est quelqu'un de très machiavélique et qu'elle manipule son monde. Même Big Mom trouve qu'elle va un peu loin dans la manipulation. Et enfin, dans la scène du mariage, quand elle montre ses 3 yeux à Sanji et que celui-ci, eh bien, la considère, la trouve jolie et l'aime quand même, tu te rends compte que finalement, c'était quelqu'un de bien. Donc, on peut dire que Oda aime jouer directement avec notre interprétation concernant un petit peu, eh bien, la mentalité d'un personnage et surtout ses intentions. Et tu as la même chose avec Loki. La première fois, on nous le montre dans l'ombre, dans l'image où il tend une fleur directement à Laura pour lui proposer de devenir son mari. On voit que c'est quelqu'un qui a l'air un petit peu burlesque. Puis on a sa présentation et il se trouve que c'est un personnage qui est hyper charismatique. Puis finalement on apprend que c'est une brute sanguinaire, qu'il a directement tué son père et que c'est une menace non seulement pour Elbaf mais également pour le monde entier. Puis Luffy, eh bien, a de la sympathie pour ce personnage et on a tous confiance en la capacité à Luffy de savoir qui est bon, de qui est mauvais. On sait qu'il a une empathie assez particulière dans l'œuvre et qu'il arrive directement à cerner les personnes. Mais au fond de nous, on a quand même un grand doute puisque on a un autre personnage, Harald, qui est fortement lié à Loki. Et lui aussi, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Puisque Harald nous est d'abord montré comme un pacifiste, de la bouche des enfants, de la bouche de Ripley, puis on voit à travers le portrait qu'il est tellement pacifiste que le mec s'est arraché les cornes, il s'est mutilé le corps au nom du pacifisme pour te montrer à quel point il y a un paradoxe dans ce personnage, mais à l'arrivée des Chevaliers Divins, on se rend compte que l'un d'eux souhaite directement se rendre sur sa tombe. Il a donc un lien avec les Chevaliers Divins. Et le personnage de Loki est intimement lié au personnage d'Harald. Autrement dit, tu ne peux pas avoir Loki et Harald qui soient gentils ou Loki et Harald qui soient méchants parce que les deux se sont entretués. Mais quand tu regardes le mécanisme de Eiichiro Oda, tu peux directement deviner ou en tout cas faire des théories qui vont s'appuyer sur le mécanisme pour savoir qui est le gentil et qui est le méchant entre Loki et Harald. Bienvenue dans ma review du chapitre 1141 de One Piece. Aujourd'hui, on va parler bien de Loki, on va parler de Harald et on va parler un petit peu de l'histoire qui pourrait y avoir derrière la confrontation entre ces deux personnages. Bien sûr, si tu aimes ce genre de vidéo, mon frérot, n'hésite pas à t'abonner, je vous le dis chaque semaine. J'essaie de faire des super reviews pertinentes tous les dimanches pour vous, les frérots, à me donner directement votre avis en commentaire sur la mécanique que je suis en train de vous expliquer et les théories qui vont suivre, à bien sûr mettre un petit pouce bleu parce que c'est l'énergie, c'est l'essence qui permet à cette chaîne de naviguer sur les flots et à partager cette vidéo si tu l'aimes beaucoup, mon frérot. En ce qui concerne le personnage de Loki, on voit qu'il a directement un comportement très agressif puisqu'il vient d'être libéré et la question qu'on se pose c'est est-ce que Loki est machiavélique ou alors est-ce que tout le monde s'est trompé? Et dans le poids des gens
qui ont dit que Loki était une menace. Il y a non seulement tous les habitants d'Elbaf, il y a également une personne qui est dans la flotte de Luffy, je parle bien sûr de Ajrudin, mais plus important que tout, la personne qui dans ses actions nous a fait comprendre que Loki était une menace est Shanks le Roux. C'est Shanks le Roux qui il y a 6 ans a enfermé Loki pour le ramener sur Elbaf et l'enchaîner autour de l'arbre. Donc, si Luffy a raison dans son intuition et dans sa volonté de libérer Loki parce que celui-ci est quelqu'un de bon, alors Luffy, pour la première fois dans One Piece, aura directement dépassé la mentalité, les actions et la vision de son maître Shanks, puisque si Luffy a raison, alors Luffy a été beaucoup plus intuitif sur la réelle nature de Loki que Shanks qui, on l'a appris il y a 6 ans, a décidé de l'arrêter et de l'amener directement sur Elbaf. Donc, l'affrontement qu'on peut y avoir sur l'interprétation des événements n'est pas seulement entre Luffy et les habitants d'Elbaf, Luffy voulant libérer Loki, les habitants d'Elbaf voulant le laisser enfermer. La véritable confrontation se trouve entre Luffy et son mentor. Et pour la première fois, en attendant que les deux personnages se rencontrent, l'auteur, s'il décide de faire de Loki un être qui, au fond, est bon, donnerait raison à l'intuition de Luffy contre les agissements de Shanks. C'est la première fois que ça arrive dans le manga et c'est la première étape qui va nous amener à un Luffy qui serait capable de dépasser son maître dans ce monde de la piraterie et dans son impact qu'il a en tant qu'empereur. C'est donc très intéressant de voir les risques, de voir les conséquences que pourrait donner un petit peu le choix d'Eiichiro Oda concernant la mentalité de ce personnage pour voir un petit peu les évolutions et la confrontation entre Luffy et le personnage qu'on attend le plus depuis le début du monde de One Piece. Mais pour moi, je ne pense que ça ne sera pas aussi simple. Une des théories que j'ai envie de vous présenter concernant un petit peu cette dualité qu'on pourrait avoir autour du personnage de Loki, c'est que celui-ci est finalement deux personnalités. Une personnalité bonne qui correspond au Loki qu'on a vu, ça donnerait raison directement à la perception de Luffy, mais également une personnalité beaucoup démoniaque qui pourrait être réveillée directement lorsque celui-ci active son fruit du démon. Ça pourrait le mettre dans une certaine forme de rage, et rappelez-vous de ce qu'on a dit sur Shanks, et on a dit, je crois que c'était dans un databook qui nous expliquait que Shanks était un personnage très calme, qui pouvait devenir puissant et dangereux lorsqu'il était hors de lui. On a peut-être même la même chose avec Loki. Il y a donc un événement, fruit du démon, ou peut-être une manipulation de la part des chevaliers divins, qui ferait en sorte que Loki atteigne le statut de berserker, et que c'est sous cette emprise, sous cette évolution, qu'elle soit due à un pouvoir du démon, qu'elle soit due à un fruit du démon qu'il lui-même mangeait, qui ferait que Loki, sous influence, ferait une suite d'actions dangereuses, néfastes, non seulement pour les habitants d'Elbaf, aussi pour le monde. Peut-être que c'est aussi sous cette colère que finalement celui-ci aurait tué Harald. Pour moi, le fait que Loki ait deux personnalités, ça permettrait directement à Eiichiro Oda d'éviter que l'intuition de Luffy soit plus importante à ce moment de l'histoire que les actions de Shanks. Le deuxième personnage qui est fortement lié un petit peu à Loki, c'est forcément le personnage d'Harald. Il y a trop d'indices qui nous montrent que c'est un traître, et je pense, encore une fois, en la faculté d'Eiichiro Oda de nous mener sur une piste pour nous tromper, que finalement Harald sera présenté à la fin comme un vrai pacifiste. Il a très certainement dû faire des actions qui l'ont amené à échanger avec les chevaliers divins, toujours dans cette quête d'apporter la paix à Elbaf, qui est, je vous le rappelle, un pays de guerre, Warland, et que, quelque part, il aurait déçu les chevaliers divins, il n'aurait pas, obéi suffisamment à cette entité qui a très certainement voulu l'exploiter. Rappelez-vous, depuis Whole Cake Island, on sait que les gens veulent mettre la main sur l'armée d'Elbaf, qui est l'armée la plus puissante du monde. Le gouvernement veut l'armée d'Elbaf, on l'a appris directement avec le débarquement de Shamrock sur l'île.
Big Mom, par un jeu d'alliance, voulait également l'armée d'Elbaf. Donc pour moi, à mon avis, les Chevaliers Divins ont vendu une horizon pacifique à Harald, et quand ils se sont rendus compte que celui-ci n'était pas manipulable, eh bien ils se sont débrouillés pour faire en sorte que Loki, sous cette rage artificielle que je vous ai expliqué, tue directement son père. On aura donc à la fin de l'arc une rédemption du personnage de Loki qui sera reconnu comme un être qu'il n'est pas responsable directement de ses actions, ou ses rages sont dues à un pouvoir, ou c'est dû directement à son passé, à ses origines, à ses gènes d'anciens géants, ou alors c'est lié à ce fameux fruit du démon qu'il a mangé. Toute l'intrigue de cet arc va se trouver autour du fait de dédouaner les actions de la responsabilité de Loki, de remettre Harald comme un roi pacifique, parce que très certainement qu'à un moment donné dans l'histoire, on va douter, et à partir de là, on aura directement une réconciliation de ces deux personnages, entre le père et le fils. Mais on va très certainement arriver à un moment où Loki va avoir cette rage et ce berserker. Et ce qui va être intéressant dans l'intrigue, et ce que nous montre également dans ce chapitre, c'est le rassemblement des intrigues avec ce qu'est en train de découvrir Franky. En effet, Franky est en train de découvrir un petit peu l'importance de l'arbre Adam, mais également ses faiblesses, notamment que celui-ci est très sensible aux flammes, et que lorsqu'une branche commence à brûler, eh bien tout l'arbre peut brûler. L'arbre d'Adam est bien sûr le trésor d'Elbaf, et il est très important de savoir que ce trésor va très certainement être le prochain countdown, que cet arbre va très certainement être le prochain compte à rebours de l'arc Elbaf. Dans tous les arcs de One Piece, t'as un compte à rebours. À chaque fois, c'est la même chose. À Wano, c'était Onigashima qui allait s'écraser sur Wano. Sur Walkekalang, c'est directement Big Mom qui poursuit les Mugiwara parce qu'elle est en quête du gâteau qu'elle n'a pas pu goûter. Sur Dressrosa, c'était la cage que Doflamingo avait fait pour détruire l'intégralité des gens qui étaient à l'intérieur. Sur Ex-Id, on en a eu plusieurs, mais notamment ça a été le message de Vegapunk et le décompte avant le commencement de celui-ci. Et dans cet arc d'Elbaf, on va très certainement avoir également un compte à rebours. Et pour moi, le compte à rebours va être un petit peu un point névralgique qui va rassembler l'intrigue de Loki et l'intrigue du feu sur l'arbre d'Adam. C'est-à-dire que je pense que Loki, sous influence, sous sa rage de berserk, va directement aller à l'arbre d'Elbaf pour pouvoir y mettre feu et détruire directement le symbole non seulement de cette île, mais peut-être aussi du monde. C'est l'arbre le plus grand du monde étant l'arbre d'Elbaf. Si finalement tu le brûles, quelque part, tu détruis le monde, ne serait-ce que symboliquement. Et donc les Mugiwara, aidés ou non des Chevaliers Divins, va devoir tout mettre en place pour empêcher Loki de mettre feu à cet arbre géant. Je pense même à la fin qu'il va y arriver, ce qui permettra à tous les géants d'être en colère et de rentrer directement dans cette bataille finale. Et il faut que les géants ne soient pas du côté de Luffy, parce que comme c'est l'armée la plus puissante du monde, que Luffy a déjà un nombre incalculable d'alliés, si en plus il a les géants dans ses rangs, il n'y a personne qui pourra vraiment le combattre. Avec le Gear 5, les géants, son armada, Shanks qui le protège, Rayleigh, Copper Gaban, il n'y a rien qui pourra l'arrêter, et il faut que les géants, à cause d'une trahison, soient capables de rejoindre ou le gouvernement ou Barbe Noire pour rendre un petit peu cette dernière arc épique qui permettrait non seulement à Luffy d'affronter les forces du mal, mais d'affronter également de puissants alliés, les géants, qui ont été un petit peu manipulés par l'antagoniste. Voilà tout ce que j'avais à vous dire à propos de ce chapitre, mais également à propos de la fin de l'arc Elbaf. Si tu as aimé mon analyse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fait extrêmement plaisir. Si tu n'es pas d'accord avec certaines choses, dis-le aussi en commentaire. À mettre un pouce bleu si tu aimes ce genre de vidéos et d'analyses très précises, et à partager ces vidéos à tes potes. Passe une excellente semaine, et je crois qu'on a encore un chapitre mardi. Allez, ciao ciao, bonsoir.